Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver autour de ce plateau consacré à l'an 4 du président Patrice Talon. Vous le savez, le 6 avril dernier, donc Patrice Talon a bouclé ses 4 ans d'exercice à la tête du Bénin. Et donc nous poursuivons avec les plateaux bilans. Et ce soir, vous aurez droit bien évidemment aux analyses des hommes des médias. Et donc des professionnels des médias ont été appelés pour pouvoir exposer leur regard 4 ans après, donc sur tout ce qui a été fait. Et pour l'exercice, nous avons invité pour vous Maoklo, bienvenue à Gbassagan, il est journaliste. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir aux amis téléspectateurs. Voilà, vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Il y a Syriac Dekenou, il est également journaliste. Bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir mesdames et messieurs les téléspectateurs. Très bien, la première question je vous la pose, Syriac. Dites-nous, quelles sont ces actions qui vous ont marqué quand vous prenez du recul et vous voyez tout ce qui a été fait pendant 4 ans? C'est vrai que lorsque l'on prend du recul par rapport à la gouvernance du président Patrice Talon depuis son avènement au pouvoir le 6 avril 2016 à ce jour, qu'il y a pas mal d'actions qui quand même disons attirent notre regard et qui pour la plupart nous font découvrir le Bénin autrement. Et l'une de ces actions qui frappe à l'œil aujourd'hui, c'est ce projet d'asphaltage qui quand même disons est en train de changer nos villes, de changer quand même disons le visage de la plupart des grandes villes du Bénin. Donc il y a ça et il y a également aussi beaucoup d'autres projets qui ont été réalisés et qui aujourd'hui permettent de rendre tout Béninois fier, notamment ce projet-là d'installation de 27 MW au niveau de Maria Gleta et qui permet quand même disons aujourd'hui à nos compatriotes de pouvoir être en mesure d'avoir l'électricité en plein temps et de pouvoir quand même disons vaquer à leurs différentes occupations, surtout en ce qui concerne ceux qui ont des industries pour produire de la richesse. Très bien. Quand vous évoquez le projet asphaltage, est-ce à dire que par le passé, rien n'a été fait en termes d'infrastructures routières? Non, vous savez, on ne peut en aucun cas dire quand même disons que rien n'a été fait par le passé en termes d'infrastructures routières parce que vous savez l'État c'est une continuité. C'est vrai que les hommes passent mais les hommes n'ont pas les mêmes politiques de développement. Vous voyez, il y a sous le mandat de chaque président de la République de ces actions-là qui quand même disons frappent et c'est la façon dont l'on essaye d'implémenter le projet de société, d'implémenter quand même disons les réformes qui aujourd'hui impactent. Vous voyez, le projet asphaltage, c'est vrai que lorsqu'on avait démarré ce projet au début, il y avait très peu de Béninois qui y croyaient. On parlait et qui déjà de quand même, maquette. disons, y croyaient parce que nous attendons, on attendait les critiques de part et d'autre qui parlaient beaucoup plus d'un gouvernement maquette qui quand même, disons, ne présentait que les projets sur les réseaux sociaux, mais dont on ne voyait pas la concrétisation. Mais aujourd'hui, l'on peut dire que ce projet asphaltage touche à double titre. À double titre parce que, vous savez, par le passé, on avait ces problèmes récurrents d'inondation. Ce n'est pas que l'inondation aujourd'hui est conjuguée totalement au passé, non. Mais il y avait de ces zones-là, ici, en République de Bénin, notamment quand même, disons, à Cotonou et dans plusieurs autres grandes villes, où l'on n'imaginait pas qu'un jour, il serait possible de pouvoir conjuguer l'inondation au passé. Lorsque vous allez, par exemple, au niveau de certaines zones comme à Kokbato, comme disons Menontin et autres, Ladji et autres, qui étaient pour la plupart des zones réputées comme disons invivables à nos compatriotes parce que en période pluvieuse, il est presque difficile de pouvoir vivre à ces endroits et que aujourd'hui vous passez à ces endroits et que vous voyez qu'il y a quand même disons du goudron et qu'il y a quand même disons de pavés et qu'il y a également aussi cette possibilité pour l'eau de circuler, c'est-à-dire quoi, à travers les connecteurs d'eau et bien d'autres choses. L'on se rend compte de combien de fois il est possible d'imaginer des choses extraordinaires que nous voyons ailleurs et qu'il est possible que ces choses-là soient implémentées dans notre pays pour que cela marche. Très bien. Est-ce que votre regard, vous également, bienvenue à Gbassagan, est-ce que pour vous,
les infrastructures, l'érection d'un certain nombre d'infrastructures routières. C'est ce projet phare-là qui vous a marqué ou il y a d'autres choses? Non, mais avant même d'aborder cette question, je vais d'abord dire que les éléments par lesquels j'ai été marqué, je vais les résumer par 4 citations. Permettez-moi, parce que nous parlons d'abord de 4 ans du président Patrice Talon. Et il y a un auteur qui dit, si j'ai bonne souvenance, Bernard Weber, qui disait que l'importance n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Il y a aussi Blaise Pascal qui faisait comprendre que préférer la force de l'argument à l'argument de la force, telle devait être la devise de toute nation. Et il y a Hegel aussi qui faisait comprendre que, c'est-à-dire, lorsque vous êtes en perte d'idéologie et de boussole, tout phénomène tend vers son contraire. Et je vais conclure en disant que, à force de possible l'impossible, on finit par en réaliser quelques-uns. Alors, tout ceci pourquoi? Alors, quand vous prenez un peu la gouvernance du président Talon, je ne vais pas me mettre dans un chauvinisme comme mon contradicteur tout à l'heure en ce qui concerne la réalisation des présidents qui ont pu gérer cette nation. Quand vous avez du pragmatisme, quand vous avez de la technicité, il faut l'exploiter. On ne peut pas confier un État à un cancre, il faudrait dire, et pour qu'on puisse nous parler d'une clochardisation de la gouvernance. Alors aujourd'hui, ce que nous avons marque une nette différence, c'est vrai. L'État, c'est une continuité, mais vous avez la même possibilité que les autres. C'est vrai, les hommes sont différents, mais quand vous prenez les différentes réalisations que nous avons eues et que ce que nous avons aujourd'hui, il y a un grand écart. Et il ne faudrait pas le nier. Mais que des réalisations, oui. C'est quoi concrètement pour Alors, quand vous parlez, moi je vais parler de la réforme du système partisan. Moi, j'ai toujours reproché, et vous le savez très bien, sur différents plateaux, je l'ai évoqué, quand on prend un parti politique, ce sont des fonctions. Et donc, aujourd'hui, on est en train d'aller à la professionnalisation des partis politiques. Ce que nous voyons aujourd'hui, parce qu'un parti politique doit avoir une vocation nationale et une vocation idéologique internationale. À partir de ce moment-là, on sait que c'est un parti politique. Mais par le passé, nous n'avons rien que des clubs électoraux. Nous avons des entreprises électorales, il faudrait préciser. Et que c'était du narcissisme, c'est-à-dire que c'est quand vous, celui qui a la tête, qui se fait voir pour la réalisation de toutes les choses, et c'est lui qui a le pouvoir décisionnel et le pouvoir aussi financier. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui met la main à la pâte pour que le service politique soit rendu. Et aussi, il faudrait dire, au niveau des administrations, je voudrais préciser qu'il y a une rigueur administrative. Comme par le passé, vous pouvez aller demander un service à l'administration, mais on se fout pas mal de vous. Mais aujourd'hui, il y a une crainte qui saisit celui qui est là pour vous rendre ce service public-là. Puisque c'est un service public, vous êtes dans l'obligation de rendre ce service public-là, pas pour demander, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de demander... Est-ce que c'est dû à la gouvernance ou... C'est de la gouvernance, parce que quand vous n'avez pas de la méthodologie, vous n'avez pas de la pédagogie, et vous ne pouvez pas amener des gens à ce niveau-là. Le problème, ce n'est pas que ce sont les hommes et que c'est une question de pédagogie et de maîtrise des questions politiques. Et donc, quand vous maîtrisez les méandres de la politique, il y a des choses que vous devez faire avec doigté. On vous appellerait des orfèvres à partir de ce moment-là. Et donc, ce que moi je vois de toutes ces gouvernances-là, ça marque une nette différence. Je ne dis pas que les autres n'ont rien fait et que l'État, c'est une continuité. Je suis parfaitement d'accord, mais il y a des choses qu'ils étaient en mesure de faire, qu'ils n'ont pas pu faire et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir avec le projet dont les gens ont l'habitude de toucher, parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes aiment toucher ce projet-là qui a donné une transfiguration donc, des lieux au Bénin. Moi, je n'aime pas me tabler là-dessus parce que tout le monde sait ce que tout le monde voit. C'est des choses, par exemple, au niveau de la sécurité, vous aussi. Avant d'y arriver, puisque vous parlez de la sécurité, vous aviez évoqué l'administration publique. Il y a également, parmi quand même ces réformes entreprises, vous nous direz si ça a connu quand même de succès, c'est que le Bénin voudrait quand même être à l'image d'un certain nombre de pays. En optant pour la dématérialisation, où en est-on 4 ans après? Non, vous savez, il y a quand même, disons, un certain nombre de décisions qui aujourd'hui doivent conforter tout Béninois dans la quête de ce régime quand même de dématérialiser l'administration publique. Et l'une de ces actions phares, c'est la création quand même, disons, d'un ministère consacré au numérique et à la digitalisation. Cela, c'est quand même, disons, déjà un très grand pas et qui démontre combien de fois nous sommes dans un pays où l'on accorde une véritable place
aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et vous savez, lorsque l'on a le souhait de progresser également aussi aujourd'hui, de rendre les choses beaucoup plus fluides, d'éviter quand même, disons, la corruption, puisque de façon permanente, c'est ce contact-là entre quand même, disons, et les individus qui créent cette corruption-là, et que l'on crée aujourd'hui un ministère consacré quand même, disons, à ce volet-là. J'avoue que cela voudrait dire qu'il y a un signal fort qui est lancé. Je vais vous donner un simple exemple. La dernière fois, quand même, disons, je voulais procéder à la création de mon numéro UFI personnel. Vous savez, je l'ai fait depuis ma maison. Ma maison. La dernière chose qu'il me restait à faire simplement, c'était d'aller au niveau du service des impôts pour prendre la fiche, pour que l'on, quand même, disons, me la tire. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire qu'il y a des actes forts qui sont posés, alors que par le passé, vous êtes obligé de faire tout le circuit administratif, de pouvoir plaider de part et d'autre pour que cela soit fait. L'autre aspect de la chose qu'il convient également aussi de souligner, vous voyez aujourd'hui, en ce qui concerne la plupart des entreprises aujourd'hui ont cette possibilité de pouvoir solder tout ce qui concerne les questions d'impôts, les questions de taxes, sans pour autant se porter vers, quand même, disons, le service des impôts. L'autre aspect de la chose, si vous avez aujourd'hui votre véhicule, pour la plupart d'entre nous, les TVM et bien d'autres choses, vous n'avez plus forcément besoin de bouger. En fait, vous faites tout ça depuis votre maison. Ce qui voudrait dire qu'il y a quand même, disons, un grand pas qui est en train d'être posé et qui voudrait, un tant soit peu, adapter le Bénin à cette évolution du monde actuel. Et sans cela, il est difficile. Pour vous, ce qui est prévu, ce qui est promis, a été fait. Vous savez, il faut quand même, disons, comprendre un aspect de la chose. C'est-à-dire quoi? Le bon départ qui est pris doit déjà nous rassurer de ce que, quand même, disons, dans les tout prochains mois, qu'il y a quand même une grande partie de ce qui est promis qui sera achevé. Vous savez, en fait, disons, nous sommes en train de faire un bilan à mi-parcours. Je prends ça comme, disons, un bilan à mi-parcours. Bon, on n'est plus à mi-parcours, puisqu'on est à 4 ans. On est pas forcément, disons, à mi-parcours. Et vous avez parfaitement raison. Mais nous avons donné 5 ans au président Patrice Talon. Et je nous prie, attendons que les 5 ans là arrivent pour le juger, pour quand même, disons, évaluer le niveau de réalisation de son programme d'action de gouvernement, et les uns et les autres auront véritablement le temps de pouvoir en tirer les conclusions. Très bien. La dématérialisation, Bachira, encore plus, en tout cas au regard d'un certain nombre d'illustrations données par Sirek Dekenou, la dématérialisation ne sera pas effective ou ne connaîtra pas un succès si, justement, nous n'avons pas quand même la connexion Internet qu'il faut. Oui. Bienvenue à Guasaga. Oui, mais le gouvernement, au début, vous avez remarqué que les fibres optiques ont été mises en place. Vous l'avez constaté aussi. Oui, avec tout ça là, pour que nous puissions avoir une connexion à un niveau très élevé, à haut débit, il faudrait préciser cela. Pourquoi? Parce que la dématérialisation, c'est un processus. Si on en arrive aujourd'hui à ce qu'on voit les résultats de cette réalisation, c'est que on a commencé par quelque part. Et donc, si on arrive, Siak l'a dit tout à l'heure, à mettre en place un ministère qui se charge du numérique, vous savez que l'objectif du gouvernement, c'est donc d'avoir assez de dématérialisation et d'aller à beaucoup de choses. Et lui, il a témoigné, les preuves sont là, qu'aujourd'hui que les choses ont tellement évolué qu'il faut décerner satisfecit à mi-parcours. Je préfère le dire parce que je ne sais pas, peut-être, puisque cette gouvernance n'est pas dans la normalisation de l'inachevé, parce que nous ne sommes pas dans un système où c'est la culture de l'éléphant blanc. À partir de ce moment-là, cette dématérialisation connaîtra sa fin. Et c'est une bonne fin, parce que quand vous avez un regard très optimiste sur des choses qui se réalisent et vous voyez les résultats qui sont sur le terrain, vous allez conclure systématiquement qu'il n'y a rien qui bloque ce processus-là pour que nous puissions en bénéficier. Donc, je ne vais pas être sceptique, comme mon ami qui disait qu'il faut faire beaucoup attention, qu'il faut mettre un bémol. Non, mais moi, je pense qu'en réalité, que le processus connaîtra une bonne fin. Très bien. Vous parliez de la sécurité. Oui. Oui, la sécurité, tout à l'heure, vous savez, quand vous prenez un peu les environs, là où il y avait assez de braquage, mais aujourd'hui, vous allez remarquer que les choses ont changé. Il y a eu des recrutements
tout récemment pour pouvoir donc aider. Il y a ce mariage-là entre la gendarmerie et la police nationale qui a donné lieu à la police républicaine, ce qui a fait que les actions qui ont été menées avec synergie donnent leurs résultats sur le terrain. Vous allez circuler, ils ont levé les barrières. Circuler aujourd'hui, c'est-à-dire que et par le passé, vous avez de rançonnement sur les différentes voies. Mais aujourd'hui, avant qu'un policier ne puisse vous prendre quelque chose, il va réfléchir 1000 fois avant de vous prendre quelque chose. Et donc, voilà des choses qui ont... Et donc, il y a certains... Puisque vous êtes journaliste et vous ne dites rien pour rien... Oui, il y a toujours des brebis galeuses. Il ne faut pas nier. Et dans toute société, parce que c'est ça qui permet d'avoir l'équilibre. Pour qu'il y ait de l'équilibre, il faut dire qu'il y ait du bon et du mauvais. Et donc, dans cette situation, il y a toujours des gens qui prennent quelque chose. Quand même, il ne faut pas qu'on se voile la face ici. Il faudrait qu'on se dise la vérité. Ça arrive. Parfois, nous ne sommes que des humains, des situations. Et donc, pour vous, on a connu quand même des avancées. Effectivement, ils ont payé des véhicules. Aujourd'hui, on met à la disposition des différents commissariats, on met à leur disposition des frais de carburation. Et par le passé, les frais de carburation, permettez-moi de le dire, quand on leur donnait ça, d'autres là utilisaient cela pour la reconstruction ou bien pour refaire leur bureau. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et donc, vous allez remarquer, ils circulent dans la ville, ils circulent dans les coins, zéro coin, à n'importe quel moment, pour pouvoir donc dissuader, ceux qui auraient tenté, en tout cas, de vouloir faire quelque chose à partir de ce moment-là. Donc, quand vous voyez tous ces éléments, vous allez constater que ce sont des moyens. Et d'ailleurs, même les gens donnent des précisions quand ils voient. Mais qui leur a donné même les moyens pour pouvoir donc payer de la carburation et ils circulent comme ils veulent. C'est le président qui vous a offert cette opportunité-là. C'est pour ça que vous circulez comme vous voulez. Voilà des avancées. Voilà des choses qui ont changé les conditions sécuritaires dans notre pays et qu'il faut saluer. Très bien. Sirette Dekeno, on parle de police républicaine. Notre vœu, c'est d'avoir quand même une police, oui, vraiment républicaine. Je vous poserai la question de savoir, c'est vrai que cette réforme, en ce qui concerne la fusion donc de la police et de la gendarmerie, 2 ans, on pourrait dire 2 ans, puisque effectivement en 2018 et tout cela, mais quand vous voyez un peu ce qui se fait, quand vous voyez l'univers de la police, est-ce que notre police est-elle vraiment républicaine? Vous savez, dit que notre police n'est pas républicaine aujourd'hui, c'est quand même ne pas reconnaître les efforts qui ont été faits, et c'est également aussi ne pas reconnaître le patriotisme de ces agents qui sont déployés sur toute l'étendue du territoire national et qui aujourd'hui opèrent avec efficacité. Vous savez, il y a quand même, disons, un acte qui, moi, m'a beaucoup marqué en ce qui concerne le domaine sécuritaire, c'est le fait que dès l'avènement du régime du président Patrice Talon, nous avons remarqué 4 mois, juste après 3 mois plus tard, l'acquisition de ces engins-là. L'acquisition de ces engins, les motos et bien d'autres, qui ont été mis à disposition des agents de sécurité. Il y en avait qui, quand même, disons, banalisaient cet acte. Mais vous savez, la difficulté à avoir même, disons, un engin pour pouvoir, ne serait-ce que poursuivre des braqueurs ou bien des indélicats, font que parfois nos agents de sécurité manquaient de professionnalisme ou bien manquaient, disons, de promptitude et de résultats dans l'atteinte de leurs objectifs. Et ce sont quand même, disons, l'acquisition, mais également aussi ces différentes dotations qui ont permis aujourd'hui de donner un nouveau visage à notre police républicaine. Ce mariage n'était pas un mariage quand même, disons, gagné d'avance, mais le président Patrice Talon a mis en place cette commission mixte composée à la fois de gendarmes mais également aussi de hauts gradés de la police qui ont travaillé et qui aujourd'hui quand même, disons, ont donné ce résultat-là. Vous savez, par le passé, il y avait quand même, disons, cette guerre froide qui existait entre gendarmes et policiers. Vous voyez, parce que parfois, quelquefois, lorsque vous êtes en difficulté, vous appelez la gendarmerie ou bien parfois vous doutez, vous dites non, parfois ce sont les policiers qui sont quand même, disons, mieux. Et quelqu'un est par exemple arrêté
Vous l'amenez à la police, parfois on vous dit non, amenez-le au niveau de la gendarmerie. Nous là, nous ne nous occupons pas des infractions de ce genre, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce mariage permet véritablement d'avoir des hommes qui sont dédiés à la République et qui font quand même, disons, de très gros efforts, ne serait-ce que pour pouvoir assurer la sécurité. Vous allez voir également aussi la question des braquages. Auparavant, il y avait eu à maintes reprises les braquages au niveau du marché d'Antokpa, où on braquait des banques en plein midi. Mais aujourd'hui, sous la gouvernance du président Patrice Talon, nous pouvons, il est même, disons, difficile de se rappeler s'il y a eu une fois quand même, disons, ces actes de vandalisme et de braquage. Donc cette maîtrise qu'il y a, même encore aujourd'hui pour nous les hommes des médias, lorsque vous quittez la rédaction les soirs, vous voyez des policiers qui circulent parfois, quand même, disons, dans les vents, et qui aujourd'hui permettent aux uns et aux autres d'être dans une certaine quiétude et de travailler, quand même, disons, et le cœur beaucoup plus apaisé. Donc, on ne peut que dire que cette réforme à elle seule est une réforme majeure qui, quand même, disons, porte la patte d'un seul homme, qui porte quand même, disons, la marque d'un seul homme. Est-ce que vous notez tout de même l'amélioration de leurs conditions de vie? Parce que vous voyez, ça doit accompagner quand même. Vous savez, en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions de vie, on estime quand même que déjà, si l'amélioration des conditions de travail sont déjà perceptibles et notées, que sur le plan quand même, disons, des conditions de vie et autres, qu'il y a sans doute une certaine amélioration. Et mieux, le dévouement que l'on constate aujourd'hui témoigne déjà du fait que ces agents-là sont motivés, ces agents-là ont eu une certaine amélioration de leurs conditions et que cette quiétude qu'il y a également aussi ne sont que des signes annonciateurs d'une amélioration de leurs conditions de vie. Très bien. L'autre question, vous savez, c'est vrai, des réformes, il y a quand même un plan d'action du gouvernement, mais le plus important, c'est comment se porte notre économie. Qu'est-ce qui a été fait concrètement pendant 4 ans pour que nous ayons une meilleure, quand même une meilleure économie, une meilleure santé économique, je voulais dire. Parce que vous vous rappelez quand même de cet engagement pris par le chef de l'État qui estimait ou qui, lors de son discours d'investiture, disait qu'il promettait donc un pays mieux gouverné, mais également un pays en bonne santé économique. Oui, mais vous aussi, vous ne pouvez pas le nier aujourd'hui avec la croissance économique du Bénin qui a connu une allure, je dirais, permettez-moi de l'analyser de cette façon, et que nous ayons remarqué que nous avons fait assez de progrès en la matière. Alors c'est vrai, vous allez me confronter parce que du point de vue macroéconomique, vous allez remarquer que le Bénin a fait de progrès. Et il ne faut pas le nier, les scores que draine le ministre Ouaddahi pour le Bénin, et les différentes félicitations, les différents trophées, permettez-moi de le dire, qu'on lui décerne par rapport à ce que le Bénin fait aujourd'hui, montre que sur le point macroéconomique, le Bénin a connu de progression. Mais vous allez me dire que sur le plan économique, parce que quand on connaît une évolution sur le processus macroéconomique, il faudrait nécessairement connaître aussi une évolution au point microéconomique. Et là, certains me diront, vous allez me permettre de faire l'esquisse sur la question du social parce que cela fait, l'économie fait appel au social. Et donc, lorsque nous venons au point microéconomique, les gens pourraient estimer que le panier de la ménagère est vide. Mais je voudrais dire que pourquoi le panier de la ménagère est considéré comme étant vide? Parce que par le passé, il y avait des vannes. Et quel type de vannes? Des vannes de la corruption qui permettaient d'alimenter le marché. Mais aujourd'hui, on a bouché les trous. Et pourquoi il y a encore ça? Je vais vous faire une analyse aujourd'hui. Vous savez, par le passé, quand il s'agit des questions de ministère, on change, c'est-à-dire, on change de fauteuil à ces ministères. Donc, si vous étiez de tel côté et on vous enlève de ce poste-là, on amène l'autre. Donc, les choses tangent. Donc, ça va de chaque côté. Et c'est en raison de cela qu'on se dit que le panier de la ménagère à l'époque n'était pas vide. Mais vous allez remarquer aujourd'hui, c'est un gouvernement qui est mis en place. Et donc, le changement de portefeuille ministériel ne se fait pas à tout vent, comme par le passé. Et donc, il y a tous ces éléments-là qui ont fait qu'aujourd'hui, les gens estiment que le panier de la ménagère est vide, mais c'est parce qu'on a fermé les vannes de la corruption. À partir de ce moment-là, on a orienté la socialisation vers de nouvelles, en tout cas, vers de nouveaux pôles en réalité. Alors, de quoi s'agit-il réellement?
Quand aujourd'hui, on ne fait plus du populisme social, on ne donne plus de microcrédit comme par le passé. Aujourd'hui, les choses sont bien organisées, bien structurées au point où on ne peut plus se dire que l'argent qui est, je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un, parce que par le passé, lorsque vous remettez l'argent de microfinance à des gens, ils disent que c'est l'argent de telle personne. Et donc, bouffer allègrement. En fait, parce que quand vous parlez comme cela, oui, par exemple, oui, donc on pourrait s'estimer, pouvait se voir quand même frustré. Parce que quand même, les 30 000 qu'on donnait quand même au temps de Boniaï, comme vous le voulez, ça quand même permettait à certains de nos concitoyens de subvenir à leurs besoins, d'avoir des revenus, des sources de revenus. Je n'en disconviens pas. Si vous voyez la façon dont les choses sont faites à l'époque, il y a trop de populisme dedans. Permettez-moi de le dire. Et en donnant l'argent à l'époque, quand vous donnez l'argent du point de vue social à quelqu'un, il faut l'orienter à ce que la personne ne puisse plus venir chercher le poisson chez vous, mais que la personne aussi aille à la pêche. Donc ce n'était pas fait de cette façon par le passé. Aujourd'hui, c'est-à-dire que cette forme de microfinance vous permet vous-même d'avoir la liberté nécessaire, l'autonomie financière nécessaire. Je parlerai même d'indépendance financière en la matière. Mais par le passé, la considération sociologique que les gens avaient de cela a fait qu'ils n'utilisent pas l'argent à bon escient. C'est ce que je suis en train de faire comprendre. Quand on dit que c'est l'argent de tel, à partir de ce moment, on ne se rappelle plus que c'est l'argent de l'État. Et donc, on l'utilise comme on veut. Très bien. Syriac, que nous sur la question, c'est vrai, le quotidien des Béninois, nous avons connu d'énormes performances économiques. Ça, ce n'est plus à renier. Mais le quotidien des Béninois, comment ça se passe véritablement? On parle de panier de la ménagère, on parle d'un certain nombre de choses, le social, un certain nombre. Non, vous savez, avant quand même, disons, de répondre à votre question, permettez-moi de faire cette analyse, c'est-à-dire pour revenir sur cette question de la santé de notre économie. Vous savez, il y a un certain nombre de facteurs qui aujourd'hui doivent amener chacun en ce qui le concerne à évaluer ce qui se passe actuellement au Bénin. Vous imaginez que depuis environ 7 mois, le Nigeria a fermé ses frontières avec le Bénin. Mais le Bénin vit. Ce sont des signes que parfois peut-être certains de nos compatriotes négligent, mais qui ne sont que de véritables indicateurs de la solidité de l'économie béninoise. Par le passé, le Nigeria ne pouvait pas fermer ses frontières pendant quand même, disons, 2 mois et le Bénin pourrait tenir. Le prix de l'essence à la pompe et le prix de l'essence même payeur, vous allez voir, le prix de l'essence payeur actuellement est autour de 475 ou au plus à 500. Alors qu'en ce pays, rien qu'en période électorale où le Nigeria a fermé ses frontières pendant une semaine, on était même, disons, amené à payer le litre de payeur à 900 et à 1000 francs. Donc ce sont des indicateurs qui montrent quoi? Qui montrent combien de fois aujourd'hui, quand même, disons, nous avons quelqu'un qui, à la tête de cette nation, a su régenter les choses, a su quand même, disons, implémenter de nouvelles réformes qui permettent quand même, disons, à la nation d'évoluer et non quand même, disons, à des individus de se rendre, de devenir riches au détriment de nos populations. Mieux, il faudrait également aussi souligner cet acte fort qui a été posé et qui aujourd'hui quand même, disons, encourage les uns et les autres dans l'optimisme vis-à-vis de la gouvernance du président Patrice Talon. Il y a la création de la criette. Vous savez, lorsque vous êtes dans l'administration aujourd'hui, et que vous êtes tenté quand même, disons, par ce mauvais esprit de corruption. En fait, vous êtes tenté de mélanger vos poches avec les poches. De mélanger vos poches avec quand même, disons, ce qui revient à l'État. Vous aurez à côté un collègue qui va vous dire, on peut me crier ta main. Ce qu'il voudrait, c'est que ce qui résume tout. Même dans nos rues aujourd'hui, lorsqu'il y a quand même, disons, ces actes, ces tentatives de corruption et autres, quelqu'un vous répète, je ne veux pas aller à la criette. Ce qui voudrait dire quoi? Il y a quand même, disons, rien que la psychose que crée la criette aujourd'hui est un élément suffisamment dissuasif et qui permet aux uns et aux autres d'éviter de confondre leurs poches à ce qui revient à l'État béninois. Mieux, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut apprécier. Le Bénin est sorti du rang des 25 pays les plus pauvres.
Mais certains de nos compatriotes, la dernière fois, j'ai vu des gens écrire parce que à cause de la crise du coronavirus et autres, le FMI et bien d'autres nations, notamment celle du G20, ont décidé d'alléger les dettes et la dette de près de 114 pays les plus pauvres, dont 25 pays en Afrique. Et les gens s'étonnaient de voir le Bénin parmi les 25 pays choisis au niveau du continent africain. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il y a des nations africaines qui sont très très pauvres aujourd'hui, mais qui sont sous sanction, notamment le Soudan du Sud, notamment le Soudan, notamment et également aussi le Zimbabwe et bien d'autres nations qui aujourd'hui ne sont pas comptées dans ce classement-là parce que ce sont des nations qui sont sous sanction, qui n'ont pas eu à un moment donné à respecter quand même, disons, les engagements pris au niveau de la communauté internationale. Lorsqu'on ne compte pas ces nations-là, c'est normal quand même, disons, que le Bénin se retrouve dans le rang des 25 pays qui doivent quand même, disons, bénéficier de cet appui des institutions de Bretton Woods. Il faudrait également aussi finir par souligner un certain nombre de faits. Aujourd'hui, lorsque le Bénin lance aujourd'hui un plan de mobilisation de ressources sur le plan sous-régional, vous allez voir que nous dépassons quand même, disons, le plafond prévu. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui résume Qu'est-ce qui explique cela, par exemple? Ce qui explique cela, c'est que le Bénin aujourd'hui inspire confiance aux partenaires internationaux. Le Bénin inspire confiance. Et le Bénin a aujourd'hui une capacité quand même, disons, d'endettement qui dépasse celle que nous avons par le passé. Comprenez les choses ainsi. Mieux. Donc, il y a également aussi. Non, mais écoutez, quelle nation n'est pas endettée, au fait? Il y a pas. Quelle est cette nation qui n'est pas endettée? Vous, donnons un simple exemple. Qui est ce compatriote qui a plus d'argent dans sa poche, plus que ses engagements? Lorsqu'on parle d'engagement, c'est quand même, disons, la femme de ménage que vous allez payer à la fin du mois. C'est quand même, disons, l'argent de popote que vous allez donner tout au long de l'année. C'est le petit déjeuner que vous allez donner aux enfants. C'est le carburant que vous allez payer tout au long de l'année. C'est tout ça que l'on réunit pour dire quoi, en fait? C'est que une nation n'en a pas autant. Il n'y a pas cette nation qui ne s'endette pas. Vous avez vu également aussi aux États-Unis, rien qu'à travers cette crise de coronavirus, que le président Donald Trump a dû lancer un plan de remobilisation et de sauvetage de l'économie américaine avec une estimation de plus de 2000 milliards de dollars. De contribuer à l'OMS. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas cette nation au monde qui n'est pas endettée. Mais lorsque l'on parle de la capacité d'endettement, c'est-à-dire quoi? C'est le fait que cette nation a une grande capacité de résolver même au-delà de tout ce qu'il a pris au niveau des partenaires, au niveau des bailleurs. Il y a un autre fait qu'il faudrait souligner. C'est quoi? C'est le fait qu'il y a eu fermeture des frontières. Mais vous y tenez finalement? Non, écoutez, au fait, il y a eu fermeture des frontières. Des frontières notamment avec tous les pays frontaliers, notamment le Togo, le Burkina, le Niger. À cause de la pandémie. À cause de la pandémie du coronavirus. Mais vous savez, on n'a pas encore entendu ici au Bénin qu'un agent n'a pas reçu sa paye du mois. On n'a pas encore entendu au Bénin. C'est vrai que l'on parle de récession économique, mais écoutez, chacun sait ce qu'il met dans la récession économique, parce que nous sommes libres d'apprécier un certain nombre de choses. Mais malheureusement, la majeure partie de ceux qui apprécient sont des incultes de la chose macroéconomique. C'est pour dire quoi? Il y a eu fermeture des frontières, mais jusqu'à présent, en fait, les salaires sont payés à bonne date. Allez demander également aussi les plus heureux du régime de la rupture, c'est comme ça que moi, je les appelle les retraités. Mais écoutez, vous croyez qu'ils sont les plus heureux? Non, mais écoutez, au fait, c'est que les retraités ont eu une amélioration significative de leur situation. Il y a eu des rappels qui ont été faits à des retraités. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, au fait, c'est que l'économie béninoise se porte bien. Si vous travaillez, vous aurez l'argent. C'est tout ce que je peux dire. Exactement. Vous dites que l'économie se porte mieux. Mais quand on prend un concitoyen qui estime que la façon dont il vivait, il ne vit plus de cette façon, ou il constate qu'il a des difficultés à pouvoir subvenir à un certain nombre de besoins, qu'est-ce que vous lui répondez? Non, mais écoutez, au fait, je vais un tant soit peu
vous expliquer un certain nombre de choses. Vous savez, et c'est Jean-Jacques... Très rapidement, avant de passer... oui, effectivement, c'est que c'est Jean-Jacques Rousseau qui définissait la société en 3 paliers. Le palier économique, le palier social, et disait que c'est le palier politique qui définit tout. Ce qui voudrait dire quoi? Lorsque vous avez des acteurs qui sont peut-être engagés en politique et qui, ne serait-ce que par des voies de corruption et autres, trouvent un peu, c'est ainsi que peut-être le petit qui est là dans le village devient son garçon de course. Et celui-là, sans avoir véritablement, disons, un boulot, reçoit quelque chose. Vraiment quand même un boulot. Oui, c'est vrai. Reçoit quelque chose à la fin du mois. Mais qui n'est rien d'autre que l'argent que l'on trouve par les vagues de la corruption. Et celui-là également aussi devient également aussi un leader ou bien quand même, disons, quelqu'un qui également ces petits bons garçons. Ces petits bons garçons qu'il essaye un temps soit peu d'entretenir. C'est comme ça que l'argent circulait. Et ce sont ces mêmes sous qui rejaillissent dans les marchés. De sorte que vous avez quand même, disons, des gens qui viennent pour s'approvisionner. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tous ces circuits sont fermés? Est-ce que ces circuits sont fermés? Je voudrais vous dire un temps soit peu que, au fait, c'est que on a l'habitude de nous dire que c'est la crainte du gendarme qui est le commencement de la sagesse. Donc c'est la crainte aujourd'hui de la criette qui constitue pour un certain nombre d'acteurs le commencement de la sagesse. L'on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il est difficile de vivre au Bénin. Non. Il y a également aussi un certain nombre d'éléments qui doivent nous permettre d'apprécier les choses. Regardez le coût de vie au Bénin. Le coût de vie au Bénin est meilleur par rapport à plusieurs autres nations de la sous-région. Et ce sont des éléments qui, quand même, disons, traduisent le fait que le peu que vous gagnez est largement suffisant pour que vous puissiez vivre. C'est tout. Très bien. Maouklo, bienvenue à Gbassagan. L'autre chose, c'est vrai, on a parlé de l'économie, parler de la ménagère, on a parlé de tout ça, mais il y a quand même l'éducation. L'éducation, qu'est-ce qui est fait concrètement? Qu'est-ce que vous avez noté? Voilà un domaine qui est en pleine avancée, permettez-moi de le dire, parce que les choses ne sont pas encore finies là. La première des choses que je salue, c'est le projet des préinsérés. Il faudrait dire, d'abord, un vacataire par le passé, c'était l'appellation qui était donnée. Quand vous prenez un vacataire, si c'était à l'époque que nous sommes actuellement en crise de coronavirus, le vacataire ne pourrait rien espérer à la fin du mois. Mais aujourd'hui, avec une contractualisation qui s'étend sur 8 mois, il a l'espérance qu'en cette période de crise de cette pandémie-là qui fait ravage, qu'il peut rentrer en possession de son salaire à la fin du mois. Or, quand vous étiez vacataire, je dis souvent que c'est un métier qui est pire que le Zénigaman. Parce que quand vous êtes ici, vous avez cours ici de 8h à 10h, à la quête effrénée du gain, vous êtes obligé, vous faites 8 à 10 heures ici, oh, vous avez un cours ailleurs, je pourrais dire à Papa Dodomé, voilà que vous avez fait dans Tokpa tout à l'heure, ou bien vous avez cours à Ekpe. Vous prenez votre moto, vous allez, dans cette précipitation, il y a un risque que vous courez. Mais aujourd'hui, le vacataire, il est centralisé, c'est-à-dire, il a un endroit seul où il travaille avec le nombre d'heures qui lui revient. Donc, à ce niveau, il faut saluer le gouvernement en faisant ce travail-là. C'est vrai qu'au niveau de la formation technique, de l'enseignement technique, il y a 2 catégories de préinsérés. Il y a des préinsérés qui ont fait des tests et des préinsérés qui n'ont pas fait de tests. C'est eux-là qu'on appelle formateurs. C'est vrai que c'est une notion qui n'est pas connue de tout le monde, qu'il y a de telles catégories qui n'ont pas fait de tests, mais qui interviennent dans l'enseignement technique, parce que là, il ne faut pas amener n'importe qui. Et donc, il faut dire que ce changement-là a été noté. Alors, ce qu'il faudrait dire encore, j'ai remarqué que le gouvernement est en train de faire un travail assez sérieux. Ce travail assez sérieux, c'est la formation adéquation à l'emploi. C'est-à-dire, on a tellement formé de chômeurs, permettez-moi de le dire de cette façon, parce que Joseph Kizerbo l'a bien su dit que l'école forme non seulement des intellectuels, mais forme aussi des chômeurs. C'est-à-dire, dans cette catégorie, les différentes filières. Kizerbo le dit, ça veut dire que ce n'est pas seulement au Bénin. Oui, ce n'est pas seulement, c'est mondial en réalité. Et donc, il y a des formations. Par exemple, il y a des filières qui doivent, avec le temps, disparaître, parce que ces filières-là ne donnent rien aujourd'hui. Moi, ce n'est pas que je dis que la filière A disparaisse, parce que j'ai remarqué que quand quelqu'un
est en difficulté dans les autres séries, il s'inscrit dans les séries littéraires. C'est pourquoi moi je les appelle les littéraires casseroles. C'est-à-dire quand ils tombent, ils vont donner... on va pas stigmatiser. Ce n'est pas pour stigmatiser. Oui. Et donc, le gouvernement est entré, et les ressources sont en train d'être recherchées pour pouvoir donc avoir un label éducatif au Bénin. Aujourd'hui aussi, nous avons le Conseil national de l'éducation. Effectivement, est-ce que quand on voit un certain nombre de difficultés dans le secteur, dans le système éducatif au Bénin, donc on estime que ça bat de l'aile énormément le système éducatif? Non, vous savez, c'est vrai que... Avec la reconstitution des bases de données, des aspirants, c'est vrai que, et puis un certain nombre de choses. C'est vrai que je ne ferai pas cet affront à ceux qui, quand même, disons, fait la littérature, mais c'est pour dire aussi que, quelle que soit, quand même, disons, la série que l'on fait, l'on peut être utile à sa nation. Tout à fait. Et en rebondant maintenant sur les grandes réformes qui, quand même, disons, ont été faites, j'aimerais souligner un certain nombre de choses. La plus grande réforme qu'il faudrait saluer, premièrement, c'est la réorganisation du droit de grève en République du Bénin. Vous savez... Ça, vous appelez ça réorganisation? Oui, c'est une réorganisation. Parce que contrairement à ce qui se dit, il n'y a pas eu suppression du droit de grève. Il y a un encadrement. Non, il y a véritablement un encadrement. Parce qu'au fait, cette décision de la Cour de Théodore Olo avait quand même, disons, demandé au gouvernement qui, dans un premier temps, avait voulu procéder à la suppression à travers quand même, disons, et cette loi votée au niveau du Parlement, avait demandé au gouvernement, aux parlementaires de réencadrer plutôt le droit de grève. Donc, ce réencadrement du droit de grève aujourd'hui permet quand même, disons, aux parents d'être sûrs que en moins de 7 mois ou 8 mois au plus, les enfants finiront les cours. Vous savez, j'ai eu quand même, disons, à faire cette petite enquête-là au niveau des écoliers, des élèves, surtout des élèves qui sont au niveau de nos établissements publics pour comprendre à quel niveau ils étaient avant que la pandémie de coronavirus ne vienne. Mais écoutez, vous entendez un certain nombre de personnes vous dire, nous là, on a déjà presque fini, hein. Il nous reste simplement le dernier chapitre, alors que nous sommes au mois d'avril. Par le passé, on ne finissait même pas les chapitres avant d'aller aux examens. Le gouvernement a gendarmé dans le système. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, au fait, parce que c'est que pour peu, vous allez voir des gens qui vont en grève. Pour peu, vous verrez des gens qui vont en grève et qui sont pour la plupart des enseignants. Et il paraît que c'est l'âme pour pouvoir obtenir des choses. Et rien que même, disons, pour les questions politiques, aller en grève. Cette réorganisation, quand même, disons, est à saluer. L'autre aspect de la chose qu'il faudrait également aussi souligner et qu'il ne faut pas oublier, c'est aujourd'hui l'organisation des examens nationaux. Vous voyez, et nous sommes un certain nombre à avoir eu cette malheureuse, disons, je dirais, chance, permettez l'oxymore, ouais, non, et d'obtenir des diplômes au niveau de certaines universités privées. Et lorsque vous allez au niveau du ministère de la fonction publique, ou bien lorsque vous allez au niveau du ministère de l'enseignement supérieur pour prendre ce qu'on appelle là, on appelle l'équivalence, c'est en ce moment-là que l'on vous fait comprendre que l'établissement où vous avez eu votre licence ou votre master n'était pas autorisé. Ce qui voudrait dire que vous avez fait 3 ans ou 5 ans pour rien. Pour rien. Aujourd'hui, l'organisation des examens nationaux permet à des universités de faire participer leurs étudiants. De sorte que vous êtes sûr aujourd'hui que le diplôme que vous avez vous sera utile sur le marché de l'emploi. La création également aussi du Conseil national de l'éducation. Voilà, et il en parlait, il va en parler et on y reviendra. Oui, quand je parlais du Conseil national de l'éducation, c'était une longue attente tout de même. C'était une longue attente. Effectivement que dans le système éducatif, il y a un problème de curricula de formation. Et au-delà de ça, il y a un problème de positionnement. C'est-à-dire, pour devenir directeur dans une école, on voit est-ce que vous êtes de quel bord politique. Pour devenir censeur, on va voir est-ce que vous êtes un militant de tel ou de tel parti politique avant de vous positionner.
Et donc, voilà deux problèmes que je viens de souligner. D'abord, la formation et à ce niveau. Pour les activités de fin d'année, dans les différentes écoles, c'est-à-dire, quand vous prenez ces activités, vous allez vous poser la question de savoir, mais les sélections sont faites de quelle manière? Qui peut participer? Et de la même façon, il y a, à partir de ce moment, certains enseignants qui se révoltent du fait qu'ils ont les compétences, ils ont l'expérience, et à la fin des comptes, au lieu de participer aux activités de fin d'année, ils ne retrouvent pas leur nom. Aujourd'hui, le Conseil national de l'éducation est venu pour pouvoir donc endiguer ces différents problèmes que nous avons dans le système éducatif. Et donc, c'est des choses qu'il faut saluer. Et tout récemment, en tout cas, pas plus tard qu'hier, nous avons l'ANAPES, parce que le gouvernement a remarqué quelque chose qu'il faudrait saluer à partir de ce moment-là. Que dans les établissements privés, vous allez remarquer que ces établissements font de bons résultats. Mais on se pose la question pour dire, mais qu'est-ce que ces établissements-là ont de plus que les établissements publics? Alors, il faut aller à leur école. Et donc, lorsque le gouvernement a pensé à aller à leur école, c'est à partir de ce moment que le gouvernement a décidé maintenant que certains établissements publics qui demeurent toujours sous la tutelle de l'État seront donc gérés par des privés. À partir de ce moment-là, c'est l'ANAPES qui sera donc le gestionnaire global de toutes ces activités-là. Et donc, c'est des choses qui montrent que le système éducatif béninois, qui était en train d'aller dans la Goline, permettez-moi de le dire de cette façon, parce que il y a des choses que nous voyons sur le terrain. Et donc, ce système-là est en train de vouloir être redressé. Permettez-moi de le dire de cette façon, parce que le Conseil national de l'éducation, depuis leur installation, je ne vois pas encore le président sortir. Peut-être ils sont en train, je ne suis pas dans le secret des dieux pour le savoir, ils sont en train de travailler pour que le résultat qui sera donné soit un résultat efficace et efficient. Très bien. Le Conseil national de l'éducation, est-ce que ce conseil vient prendre la place des ministères en charge de l'enseignement? En aucun cas. En aucun cas. Et je suis sûr et certain que rien qu'à cause quand même, disons, de cette polémique infondée que par le passé, des enseignants seraient allés en grève. Vous voyez, le Conseil national de l'éducation est là aujourd'hui pour quand même, disons, réorganiser le secteur éducatif au Bénin. Il faut comprendre ça de la sorte. Même les questions d'affectation. Vous savez que, par exemple, par le passé, si je suis, par exemple, ministre issu d'une formation politique, dès lors que l'on me nomme ministre, supposons, de l'enseignement secondaire, par exemple, tous les directeurs départementaux de l'enseignement secondaire, je les déplace, je les réaffecte, ou soit je les gomme parce qu'ils ne sont pas de ma formation politique. Aujourd'hui, vous avez un Conseil national de l'éducation qui définira quand même, disons, l'ensemble des critères qu'il faut quand même pour nommer les directeurs d'école, qu'il faut pour occuper n'importe quel poste en ce qui concerne le monde enseignant au Bénin. J'aimerais aller sur un autre aspect pour que l'on ne l'oublie pas, c'est la question des cantines scolaires. Vous savez, et dans nos villages, dans les coins les plus reculés du Bénin, rien qu'à cause de cette question de faim, les gens abandonnent les classes. Rien qu'à cause de cette incapacité pour les parents de donner le petit déjeuner à leur enfant, ils ne laissent pas l'enfant aller à l'école, mais préfèrent plutôt que l'enfant aille au champ. Mais aujourd'hui, le gouvernement, à travers quand même, disons, cette réorganisation des cantines scolaires aujourd'hui, donne de repas chauds à plus de 15 000 enfants au Bénin. Vous imaginez, c'est-à-dire quoi? C'est le gouvernement qui les nourrit. C'est un grand pas qu'il faudrait saluer et qui, au-delà de toutes choses, sont des réformes que l'on ne perçoit pas finalement, vous voyez, de la sorte, parce que peut-être qu'on ne voit pas peut-être le ministre de l'enseignement sortir pour quand même, disons, faire du poujadisme autour de ça, ni le président de la République, mais qui impactent chaque ménage. Ce sont des actions sociales qui, d'une certaine façon, impactent aujourd'hui les ménages et il faudrait encourager le gouvernement à continuer en ce sens. Très bien. C'est vrai, vous l'avez évoqué de façon subtile, l'énergie. Cyriaque de Kenou, mais vu le temps qui est imparti à cette émission, on va parler donc de façon succincte, justement parce que ce sont des questions essentielles, des questions qui intéressent nos concitoyens, et donc la question de l'énergie, mais la question également de l'eau. Oui, l'eau, vous savez, c'est un processus et ça doit être effectué, ça doit être fait de longue haleine.
Pourquoi je le dis de cette façon-là? Vous savez, quel que soit l'effort que le gouvernement fournira, il n'aura jamais de l'eau partout au même moment. Ah ben, c'est pas ce qui est dit. Non, quel que soit. Permettez-moi de le dire. Il faut être réaliste et il ne faut pas rester dans l'utopie. Je n'aime pas ça. Ce qu'on est en train de dire par rapport à ce qui se passe, la question de l'eau mondialement, aller chercher, aller fouiller, on ne peut pas dire qu'on peut aller jusqu'à ce qu'au même moment, les populations... J'ai suivi sur une chaîne privée béninoise la question de l'eau jusqu'à tout près, Boycon là. Et que les gens n'arrivent pas, tous les ménages, les gens font 1 kilomètre, d'autres font 500 mètres avant d'aller chercher de l'eau à boire. Oh, vous regardez Boycon, avec tout ce que le gouvernement déploie dans cette localité, on n'arrive pas à satisfaire tous les ménages. Mais Boycon est loin. Parlez de Cotonou. Cotonou, est-ce que vous êtes sûr que dans toutes les localités de Cotonou, il y a de l'eau? Ce qu'il faudrait saluer, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'affaire de coupure d'eau est intempestive parce qu'il y en avait ça aussi. Et que vous n'avez pas accès à l'eau en son temps. Si ce n'était pas qu'aujourd'hui, ce sont les projets Alphatage qui ont fait qu'il y a une baisse de densité par moment ou bien il n'y a pas d'eau. Les choses ont changé en la matière. Vous pouvez avoir de l'eau à tout moment et vous utilisez comme vous voulez. Ce qu'il faudrait dire, que je l'ai dit au départ et je l'ai précisé, c'est que ne vous attendez pas, Romiad Rouy, qu'à la fin, que nous ayons de l'eau partout au même moment. On nous a dit, ce n'est pas ce qu'on a dit, hein. On nous a dit j'appelle votre sens de réalisme là-dessus. Bon, d'accord. Moi, je crois à ce qu'on m'a dit et j'attends ce qu'on m'a dit. On dit que tout le monde, fin décembre 2021, tous les concitoyens, tous les citoyens du Bénin auront accès à l'eau. Je voudrais quand même, disons, avant d'aborder cette question d'eau, revenir sur la question de l'énergie, puisque cela vous avait intéressé. Vous savez, nous avons eu l'installation de 127 MW à Maré-Agleta. C'est un vieux projet qui, quand même, disons, malheureusement, a échoué à cause des pratiques malsaines, quand même, disons, de certaines de nos autorités qui étaient passées par là. Vous voyez, mais le président Patrice Talon, dès son avènement au pouvoir, a pris ce projet à bras le corps et nous l'avons réussi. Ce qu'il faut souligner, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, dans nos ménages, lorsqu'il y a coupure d'électricité, parfois, on se dit, c'est rare, hein? Ils ont coupé enfin. C'est la question qu'on se pose là. Alors que par le passé, au fait, lorsqu'on coupe, on sait que quelquefois, c'est des heures ou bien des jours après. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a coupure, soyez sûr et certain que c'est pour des travaux techniques. Et ça ne dure pas, au fait, avant que l'on ne remette. Donc, a priori, à chaque fois qu'il y a coupure, nous devons plutôt quand même, disons, dire au moins maintenant c'est mieux. Parce que on sait et on ne bouge pas que d'ici quelques heures, que l'énergie reviendra, au fait. En ce qui concerne la question de l'eau, le gouvernement est en train de faire des efforts qu'il faut louer. C'est ça. Et cela se traduit également aussi par la création d'un ministère dédié spécialement à la question de l'eau. Vous voyez, je vais vous donner un simple exemple. À Parakou, en fait, par le passé, alors que dans mes fonctions... Il y avait quand même un ministère de l'eau. Il y avait un ministère de l'eau quand même. Écoutez, au fait, c'est que par le passé, dans mes anciennes fonctions, lorsqu'on prenait quartier à Parakou pour des missions, et quand vous rentrez dans l'hôtel, parfois lorsque vous ouvrez l'eau manquait de pression. Surtout lorsque vous allez au niveau de la partie de Parakou où il y a en fait une certaine montée là, Banikani et autres là. Oui. En fait, vous avez du mal à trouver l'eau. Mais il y a de cela 3 mois environ, le ministre en charge de l'eau est allé installer là-bas, a procédé à l'ouverture d'une grosse installation dont le coût est évalué à près de 20 milliards d'euros francs CFA, qui permet aujourd'hui à Parakou et à toutes les communes environnantes d'avoir l'eau en abondance. Il y a un travail qui est fait. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si nos compatriotes veulent être sincères, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des projets de raccordement d'eau. On vous payez 50 000 francs. Hein. On vous payez des montants forfaitaires 50 000 francs CFA. Alors que par le passé, nous savons tous que avoir quand même, disons, le robinet chez soi est une caisse. C'est la croix et la bannière.
Donc, il y a cette possibilité-là aujourd'hui qui s'offre à nous. C'est vrai quand même que la question d'eau, elle est semblable quand même, disons, aux questions sanitaires. Ce sont des batailles pérennes, ce sont des batailles perpétuelles que l'on aura quand même, disons, à faire. Mais il faut saluer aujourd'hui cette large couverture du territoire national en matière d'eau. Nous étions à Tchaourou et nous étions surpris quand même, disons, d'observer dans certains coins reculés de Tchaourou de nouvelles installations pour pouvoir servir les populations en matière d'eau. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a un grand travail. Et mieux, à ça, le gouvernement est en train de procéder actuellement à l'installation quand même, disons, d'un grand château qui va servir toute la zone des collines aujourd'hui. Le maire Nikez Fagnon, au cours d'une tournée du ministre porte-parole du gouvernement dans les collines, gouvernement au contact de la population, a souligné en disant que dans les collines, il y a de l'eau dans les collines. Simplement que les populations, parfois, et c'est ce qu'il faut souligner, profiter de votre antenne pour lancer un appel aux populations. Lorsque vous n'êtes pas un certain nombre pour faire la demande de raccordement ensemble, la SONEB ne peut pas raccorder rien qu'à cause d'une seule personne. Parce qu'il y a les questions d'entretien. C'est pour cela que les populations qui sont dans les zones les plus éloignées de nos pays, les installations sont déjà faites. C'est plutôt à ces populations-là de s'unir. Vous devez être un certain nombre pour faire la demande avant que le raccordement ne soit fait. Parce que lorsque l'on procède au raccordement à cause d'un seul individu, les questions d'entretien, il y a même, disons, un grand responsable de l'administration publique béninoise sous le président Patrice Talon qui manquait de l'énergie électrique chez lui, ici, la dernière fois, dans Cotonou. Mais qui s'était rapproché des agents de la SB2E qui lui ont dit toutes les installations sont déjà là. Réunissez-vous, soyez au moins un certain nombre pour faire la demande avant que l'on ne vous raccorde. Et finalement, ils étaient quand même, disons, une cinquantaine, ils ont fait la demande. Aussitôt, ça a été fait. Ce qui voudrait dire quoi? Lorsque les populations n'ont pas connaissance de ces genres de choses, d'autres personnes vont dire, j'ai fait la demande, ça traîne, j'ai fait la demande, ça traîne. Non. Au niveau des quartiers, demandez aux chefs de quartier et autres là, et vous vous unissez aux chefs de village et vous faites la demande de façon conjointe. Et ainsi, la SB2E ou la SONEB procédera au raccordement pour que, quand même, disons, les gens aient l'eau ou pour que les gens aient de l'énergie électrique. Très bien. Merci beaucoup, Cyriaque Dekeno. Bienvenue à Bassagan. Nous n'avons pas la prétention de toucher à tous les aspects parce qu'il y a beaucoup d'autres secteurs qu'on pourrait aborder. Mais je vais vous laisser tout de même le soin de dire un mot de fin. Oui, ce que moi je voudrais dire, parce qu'il y avait une question sur laquelle je voudrais revenir, la question de la démocratie béninoise. Vous savez, des gens estiment aujourd'hui que les acquis démocratiques ont été galvaudés, les acquis démocratiques ont été détruits, les acquis démocratiques ont été fragilisés. Moi, je ne suis pas de cet avis. Il faudrait dire que le problème démocratique est congénital, permettez-moi de le dire, à l'Afrique. Quand vous prenez le système démocratique africain, il y a trop de largesse de pouvoir qui a été donné au président de la République. Quand vous prenez le système démocratique britannique, vous prenez le système démocratique américain, vous allez remarquer que les processus de nomination passent toujours par le Parlement. Et c'est pourquoi il y a un auteur africain qui a écrit Edmond Okamvele, l'ancien président du Conseil économique et social du Gabon, qui a parlé du déficit de la démocratie et du développement durable en Afrique. Aujourd'hui, il faudrait savoir que le problème, ça ne vient pas seulement du Bénin. Et avec le Bénin, moi, je ne pense pas que la démocratie, ceux qui font une démarcation mal orienté de la démocratie et du développement. Quand vous prenez les documents des Nations Unies, vous allez voir que la démocratie et le développement ont un lien étroit et qu'il ne faudrait pas négliger. Et donc c'est pour dire, le processus démocratique, est-ce qu'il faudrait pas repenser le processus démocratique béninois? Je ne pense pas trop, mais on peut s'essayer à pouvoir donc l'orienter vers le développement. C'est ce que je tiens à dire sur cette question de la démocratie. Très bien, merci beaucoup et vous êtes entendu. Cyriaque Dekeno, pour finir. Non, pour finir, je ne peux que quand même, disons, lancer un appel à nos compatriotes pour quand même, disons, leur demander d'avoir foi en ce qui se fait. On ne demande pas forcément à quelqu'un de supporter le président Patrice Talon, non.
pas du tout, mais d'avoir foi en ce qui se fait. Si nous sommes capables, si nous avons été capables quand même, disons, de faire le choix de cet homme-là pour le positionner à la tête de notre nation, c'est que nous lui avons donné 5 ans et que nous sommes quand même, disons, conscients du fait qu'il réussira. Je ne pense pas que les Béninois sont aussi cons jusqu'à ce point pour faire quand même, disons, un aussi mauvais choix. Et aujourd'hui, au regard de ce qui se passe et au regard de notre capacité à pouvoir vivre sans forcément tendre la main aux autres, l'on peut quand même dire que le Bénin est sur le bon chemin. Je voudrais également aussi finir pour quand même, disons, demander aux uns et aux autres de respecter toutes les consignes qui sont données par le gouvernement en cette période de pandémie de Covid-19 et que les uns et les autres sachent que le gouvernement n'a absolument rien à cacher à quelqu'un. Jusqu'à ce jour, le Bénin a 35 cas avec près de 18 personnes. Je pense 18 personnes guéries. Ce qui voudrait dire que le Bénin gère mieux cette question de Covid-19 par rapport à plusieurs autres grandes nations. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Sirek Dekeno. Je rappelle, vous êtes journaliste. Maouklo, bienvenue à Gwassagan, journaliste également. Merci donc pour votre disponibilité. Votre disponibilité également, nous la saluons, chers amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. C'était donc le plateau qui était dédié aux hommes des médias. Nous y reviendrons encore en ce qui concerne donc les 4 ans de gouvernance du président Patrice Talon. Merci de toujours nous suivre sur télé. Bonne suite de programme. Excellente soirée à chacun et à tous.